Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouvel épisode de Départ fictif, d'avant Tour d'Italie, d'avant Giro. On va parler notamment du parcours, des favoris, enfin voilà, plein de paramètres que l'on va voir sur cette vidéo. J'espère que vous allez excellemment bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire eh bien, qui vous voyez comme favori, quelles questions vous ont plu, si la vidéo vous a plu. Quand vous allez vous abonner à la chaîne, pouvoir ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et ça permet de soutenir également la chaîne. Et puis vous avez les super thanks si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir également la chaîne. Vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette vidéo. Juste pour vous dire, donc, encore une fois, je vais me répéter au niveau des présentations d'étapes. Donc maintenant, elles seront enregistrées juste après l'étape ou juste après l'arrivée ou au moment de l'arrivée. Enfin, on verra parce qu'il y a, par exemple, l'Eurovision la semaine prochaine, donc je vais peut-être être embêté un petit peu. Mais on fera de cette manière-là. Pour éviter donc d'avoir des coureurs qui ont abandonné, qui se retrouvent dans les présentations d'étapes. Donc voilà, ça sera le cas. Vous avez également du côté des vidéos, donc le débrief tous les soirs à 21h. On essaiera que ça soit en ligne à 21h au maximum. Voilà, pour tous les jours. Et puis voilà, on va commencer tout de suite avec cette vidéo. Et j'ai oublié de dire, donc la partie histoire, j'ai pas eu le temps de les écrire. Donc il y aura le cycliste du jour. On reviendra quand même sur les arrivées, mais je pourrais pas vous faire un débrief des étapes passées comme je faisais auparavant parce que j'ai pas eu le temps de l'écrire. J'ai vraiment pas eu le temps là pour le faire. Bon, on commence tout de suite avec cette vidéo avec la question numéro 1. Question de Overflows. 2 questions même. Je trouve que ce Giro me hype beaucoup moins que les éditions précédentes au vu du parcours et de la start list. Un méga favori et des coureurs pas super en forme comme Geraint Thomas par exemple. As-tu la même impression? Et quel coureur Pogačar devra se méfier, même si selon moi il gagnera sans problème ce Giro? Je suis assez d'accord. La liste de départ est... Alors, des listes de départ un petit peu en dessous, on en a déjà eu. Là, la différence, c'est qu'on a quand même un des ogres qui est au départ. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Pogačar, on serait dit, ah bah, Ben O'Connor, Bardet, Uijtdebroek, voilà, il y avait plein de coureurs d'un niveau assez similaire au final. Ce qui fait que la bagarre pour le podium va être assez ouverte. Mais c'est vrai que pour la victoire, si Pogačar n'a pas de problème, à la régulière, Pogačar est au-dessus. Ça, c'est clair et net. Il faudrait qu'il ait un problème, Pogačar, pour vraiment être battu. Après, moi, je le dis toujours, mais la hype pour un grand tour, c'est le parcours. C'est aussi les autres classements. Et là, je me dis que du côté du classement des meilleurs sprinters, enfin du maillot cyclamen, il va y avoir une belle bagarre. Donc voilà, il y a d'autres choses moi qui me passionnent sur un grand tour. C'est pas seulement le classement général. Je me dis qu'il y a voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Le parcours est pas dingue, mais bon, j'ai envie de dire le parcours est pas dingue. Moi l'année dernière, j'étais très intéressé par le parcours du Giro. Pour au final une course où il n'y a pas eu de spectacle. Parce que l'année dernière, on s'est fait chier pendant les 3 quarts du Giro, alors que pour moi, il y avait des étapes où on pouvait avoir du spectacle et où on n'en a pas eu. Donc je me dis que si les coureurs ont envie de créer du spectacle, ils créeront du spectacle même si le parcours n'est pas parfait. Mais tu sens quand même que sur certaines étapes, bon, on s'est pas fait chez la bite. L'étape des chemins blancs, je pense qu'elle va pas être très passionnante, elle va pas apporter grand chose. L'étape, alors c'est quel jour? Il y a une étape qui a été qui a été charcutée. C'est l'étape 15 qui a été charcutée. Non, c'est pas l'étape 15. Non, c'est l'étape 16 avec le Stelvio qui se retrouve à avoir 120 km de trou entre le Stelvio et les côtes après.
Ça, c'est sûr que ça a été fait un petit peu à l'arrache, c'est pas très intéressant. Donc il y a des étapes qui m'intéressent, notamment le début de ce Giro que je trouve est très musclé. Ensuite, on a un gros ventre mou, parce que pendant quasiment, en fait, les 2 premières semaines, il y a peu d'étapes difficiles. Quand tu regardes, t'as la 3e semaine qui est un peu plus dure, mais c'est pas non plus extrême. On a connu des Giro beaucoup plus difficiles en termes de parcours. Donc voilà, je me dis, c'est peut-être pas forcément le parcours le plus compliqué qu'on ait eu sur un Tour d'Italie jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai vu des étapes plus difficiles. Après, l'avantage, c'est qu'on n'enchaînera pas des arrivées au sommet. Il y aura des possibilités pour les sprinters, parce que pour moi, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les sprinters. Donc c'est vrai que ce maillot cyclamen, la bagarre pour ce maillot cyclamen, je pense, va être assez ouverte. Pour savoir qui va s'imposer. Et puis il y aura certainement des abandons. Il y a aussi des coureurs qui vont peut-être pas faire le Giro au complet, en sachant qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a le Tour de France. Il y a des coureurs, on avait vu l'année dernière, notamment des Pedersen et autres, qui avaient presque prévu leur abandon, en sachant qu'ils avaient d'autres objectifs derrière. Donc on verra ça du côté du maillot cyclamen. Du côté, ça va être du maillot rose. Pour le moment, je vois forcément Pogačar devant. Bon, moi je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais c'est vrai que pour moi, il faut faire attention à Ben O'Connor, parce qu'il a une belle équipe, parce que Ben O'Connor a fait un bon début de saison, parce que Ben O'Connor, contrairement à ce qu'on m'a mis dans les commentaires, c'est pas non plus une pompe à vélo sur le contre-la-montre. C'est-à-dire que si on regarde notamment l'UAE Tour, il se prend pas une branlée sur le chrono, ce qui sera peut-être le cas par exemple d'un Juan Pedro Lopez. Geraint Thomas, moi vraiment j'y crois pas. Je me méfierais d'Arensman. C'est peut-être le coureur dont il faudrait se méfier. Mais c'est vrai que si on regarde, hop là, j'avais pas pris la bonne fiche. Mais si on regarde Ben O'Connor depuis le début de saison, c'est quand même très intéressant ce qu'il fait. Daniel Felipe Martinez, faut voir, parce que c'est vrai qu'on l'a assez peu vu courir. Par contre, sur le Tour de l'Algarve, il était pas mal. Il fait 11e du chrono de l'UAE Tour. Voilà. Et 22 de Lido Di Camioret, sur un chrono qui était très court, 7 km, qui n'était pas forcément favorable à un profil comme Ben O'Connor, qui n'est pas un profil puncher. À Lido Di Camioret, il perd 30 secondes, voilà, sur 10 km, par rapport à Ayuso, qui avait été très fort ce jour-là. Si on prend par rapport à un Vingegaard, par exemple, il perd plus que 8 secondes. Par rapport à un Lennart Kamna, il perd 4 secondes à peine, O'Connor. Si on regarde le chrono de l'UAE Tour, là aussi, qui était un chrono sur l'UAE Tour, c'était une dizaine de kilomètres aussi, 12 km. Donc là, il s'en sort très bien, parce qu'il finit qu'à 2 secondes d'un Bruno Armirail, il finit à 22 secondes d'un Brandon McNulty. Donc, par rapport à d'autres coureurs rouleurs, ça va mieux le faire pour ma Ben O'Connor. C'est pour ça aussi que je le mets parmi mes favoris. Et je pense que c'est le coureur dont il faudra le plus se méfier, parce que Geraint Thomas est quand même plus proche de la fin de carrière que du début, parce que on a quand même pas mal de jeunes coureurs, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. À Uttebrook, qu'est-ce que ça va donner sur 3 semaines? C'est un coureur qui a certes fait la Vuelta, mais qui n'a pas d'autres références que cette Vuelta-là, donc on peut encore avoir des surprises. Au niveau de sa condition physique, Ben O'Connor, c'est un mec qui a fait 4e d'un Tour de France. Donc on sait que ça tient la route, Ben O'Connor, sur une course de 3 semaines. Il connaît très bien le Tour d'Italie. L'équipe des Decathlon AG2R roule, marche sur l'eau depuis le début de saison. Donc c'est pour ça que j'en fais mon coureur dangereux. Romain Bardet aussi, parce qu'il a retrouvé une condition physique qui est pas mauvaise. Il est en confiance depuis Liège aussi. Il était pas mal également sur le Tour des Alpes. Il a progressé sur le chrono, même s'il va perdre du temps. Oui, peut-être Romain Bardet, sur 3 semaines, on a un petit peu de certitude. Moi, je mettrais quand même Uttebrook dans le top 5, avec Arensman, les deux dans le top 5, parce que Arensman, on sait que ça tient 3 semaines. Uttebrook, sur la Vuelta, la 3e semaine était pas mal l'année dernière. Donc si avec une Visma Lease a Bike qui sera quand même un petit peu à son service, ça peut peut-être le faire. Donc on verra. Enfin avec des coureurs qui seront à son service, parce que ça sera le leader du numéro 1 avec Attila Valter. Donc je dirais
Pour moi, l'adversaire numéro 1, c'est Ben O'Connor. Voilà. Mais on en a parlé lors de la présentation des grimpeurs qui est en ligne. La présentation des sprinters également est en ligne sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver. Deuxième question en épices. En jetant un œil sur la liste de départ, je remarque qu'il y a beaucoup de pistards, notamment chez les sprinters. Penses-tu qu'on les verra au premier plan dès le début pour nous offrir de vraies bagarres au sprint, ou est-ce que beaucoup vont simplement commencer piano pour monter en puissance en attendant début août, ce qui laisserait le champ libre à Merlier et Coy, mais permettrait aussi à des outsiders d'aller chercher des belles places d'honneur, voire mieux. On ne sait jamais ce qui peut se passer après tout. J'ai du mal aujourd'hui. Beaucoup de pistards, pourquoi? Déjà parce que pas mal de pistards sont italiens. C'est vrai que Milan, Ghana, ils vont aller avec l'équipe de poursuite. Moi, je trouve que quand on veut faire de la piste, aller sur le Giro sur une année olympique, c'est la meilleure idée. Pour une raison extrêmement simple, c'est que sur un Giro, on va pouvoir faire son Giro au complet. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir finir fin mai. Fin mai, ça leur laisse encore 2 mois de préparation pour la piste. Donc sur ces 2 mois, tu peux prendre une semaine de vacances. Déjà, ça peut te ressourcer. Et ensuite, tu as encore du temps pour te remettre sur la piste. Parce que le cyclisme sur piste est quand même assez différent du cyclisme sur route. Il y a une petite adaptation à retrouver, notamment avoir un vélo sans vitesse. Ça, c'est déjà un premier paramètre, sans frein. Donc il faut se réhabituer à tout ça. Il y a un petit switch à faire entre ces deux disciplines. Donc je pense que c'est pas mal d'aller sur le Giro parce que tu finis en mai et que derrière tes jeux, c'est 2 mois derrière. Ce qui veut dire également que tu peux reprogrammer un pic de forme. Ça te laisse le temps de te reposer et de reprogrammer un pic de forme. Donc ça, c'est pas mal, je pense. Alors qu'aller sur le Tour de France, moi je me souviens de Cavendish en 2008, il va sur le Tour de France, il fait un bon Tour de France. Je sais même plus s'il abandonne pas avant la fin du Tour de France, Cavendish en 2008. Et tu vois que derrière, les Jeux Olympiques, ils se plantent avec Wiggins. Alors, la relation entre les deux avait été compliquée. Pourtant, c'était 2 stars et sur l'américaine, normalement, ils auraient dû gagner. Mais c'était compliqué. Tu vois aussi avec Van Der Poel sur le VTT, ça n'a pas été simple de faire à la fois le Tour de France et les Jeux Olympiques. Donc, je pense que de faire le Giro et ensuite d'aller aux Jeux, pour ces épreuves-là, c'est le plus intéressant. Si c'était pour aller sur la route, moi, j'aurais privilégié de faire le Tour de France parce que t'enchaînes derrière. Une semaine après, 10 jours après, donc c'est comme si tu faisais Tour de France classique à Saint-Sébastien et on sait que ça marche plutôt pas mal. Il y a pas mal de concurrents qui, sortis d'un bon Tour de France, ont fait une bonne classique à Saint-Sébastien. Donc là, je pense que c'est une bonne idée en termes de programme. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces coureurs-là, de ces pistards, d'un Ghana, d'un Milan? Moi, je pense qu'ils joueront les sprints parce que je pense qu'ils sont au top de leur forme. C'était prévu depuis longtemps. Les Jeux Olympiques, ça se prévoit longtemps à l'avance, donc je pense que ça soit Milan, que ça soit Ghana ou d'autres coureurs, on a prévu en amont d'aller faire les Jeux Olympiques. La question par contre, pour un Milan ne se pose pas, il jouera les sprints. Pour un Ghana, c'est ce que je disais dans ma présentation des sprinters, est-ce qu'il prendra le risque de jouer sur les sprints? Pas sûr. Ghana. Parce que déjà, il sait qu'il aura du mal à faire mieux que entre 5 et 10 sur la plupart des sprints, si tout le monde se fait le job correctement. Et aussi parce qu'il y a le risque de chute qui est important sur un sprint, qu'il ne faut pas négliger, et que se faire une clavicule fin mai, c'est pas forcément l'idéal pour préparer les Jeux Olympiques. Donc voilà. Mais oui, beaucoup de pistards, parce que je pense que c'est la meilleure solution d'aller sur le Giro et d'ensuite d'aller sur les Jeux Olympiques du côté de la piste, du côté du VTT aussi. Par contre, sur la route, non. Je pense qu'il faut mieux enchaîner. Mais sur la piste et sur le VTT, comme il faut passer d'une discipline à une autre, je pense que c'est le mieux, c'est de faire le Giro, parce que c'est plutôt dans la saison et que c'est plus simple. Donc moi je pense qu'ils vont pas être piano parce que je pense qu'ils sont en pic de forme ces coureurs-là et qu'ils se reposeront pour reprogrammer un pic de forme aux Jeux Olympiques. Voilà, je pense que ils auront 2 pics de forme. Par contre après les Jeux Olympiques en août, je suis pas sûr qu'on les revoie au top de leur forme ensuite. Je pense que c'est des coureurs qui disparaîtront un petit peu sur la fin de saison et c'est là où il y aura pas mal d'ouverture. Sur la dernière partie de saison, que ça soit au championnat du monde, que ça soit sur les classiques canadiennes, même sur la Vuelta, il y aura je pense des ouvertures parce qu'avec pas mal de coureurs qui seront fatigués d'avoir enchaîné toutes ces épreuves-là.
Troisième question de Geoff 46. Avec tous ces sprinteurs, il y a une forte probabilité de chute avant les sprints cette année. Oui, oui, il y a une forte probabilité de chute. Alors déjà, je dirais que sur le Giro, on a une particularité, ce sont les traversées de villes, de villages qui sont assez difficiles. Parce que souvent, c'est étroit. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Sur les arrivées de sprint, alors je les ai pas encore étudiées tout en détail, tous les finales des sprints. Voilà. En plus, c'est un peu merdique sur le site du Giro moi, désormais parce que je suis obligé d'utiliser cette année le Garibaldi. L'année dernière, je passais par le site du Giro, j'utilisais pas du tout le Garibaldi. Sauf que cette année, ils ont fait un partenariat avec Strava. Mais ce qui fait que comme le site est mal foutu, le site du Giro est pas super bien foutu sur certains points, et bah tu peux pas rester plus de 5 minutes, 10 minutes sur une page, sinon ça te fait remonter, ça te recharge la page quoi, quasiment automatiquement, de manière permanente. Ce qui fait que ça saute tout le temps et c'est un peu la galère. Donc je suis obligé d'utiliser le Garibaldi. Mais sur les étapes, moi que j'ai vu, oui, il faut toujours faire attention sur le Giro parce que le final peut être difficile, peut être technique. Pas mal de virages souvent dans les derniers kilomètres. C'est rare d'avoir un dernier kilomètre, on va dire, propre avec seulement une ou deux courbes. On a souvent des enchaînements. Qui dit beaucoup de sprinteurs dit aussi beaucoup de trains. Il va y avoir un peu de bagarre entre les différents trains. Et surtout, pourquoi on risque d'avoir des chutes avant les sprints? Il y a pas mal d'étapes qui sont toutes plates. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes où on va être allé en dessous de 1500 mètres de dénivelé positif largement. Et voir des étapes où on est en dessous des 1000 mètres de dénivelé positif. En dessous de 1000 mètres de dénivelé positif, la journée va être très ennuyante, pas très passionnante, et forcément dans ce genre de situation, les coureurs vont arriver frais dans le dernier quart d'heure, et quand ils arrivent frais dans le dernier quart d'heure, eh bien tu as des coureurs qui ne sont pas habitués à être dans les trains, donc qui vont forcément vouloir aider leur leader, et qui vont faire n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas habitués. Tu as aussi des coureurs qui font habituellement n'importe quoi, parce qu'il faut bien le dire que maintenant dans les sprints c'est assez showtime, donc oui on risque d'avoir des chutes sur les arrivées, sur le Giro. Parce que déjà je pense que sur le Giro il y a un peu plus de chutes que sur d'autres épreuves, parce que c'est un grand tour, parce qu'il y a beaucoup de tension. Et oui, on risque d'avoir des chutes importantes. Ça va forcément éliminer du monde. Donc c'est pour ça que je disais avec ma question précédente, est-ce que Ghana jouera les sprints? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je l'ai mis parmi les hommes invisibles. Parce que aussi il y a cette possibilité de chute qui est plus importante. Puis il faut se méfier, notamment il va y avoir les étapes vers Naples. Naples, c'est toujours glissant au niveau des routes. Il faut faire attention aussi parfois aux plaques d'égout en Italie, qui sont parfois un petit peu dans le sol. Donc la chute de Chris Harper, elle peut se reproduire dans d'autres descentes. Voilà, avec les plaques d'égout qui peuvent parfois être un peu enfoncées dans le sol. Il y a un peu des particularités sur les routes italiennes. Et c'est ces deux particularités-là. Par contre, il y a moins de ronds-points qu'en France. Il y a moins d'aménagement urbain qu'en France. Donc ça, c'est l'avantage. Et puis, il y a aussi quelques arrivées le long de la mer. Et en Italie, le long de la mer, notamment le long de la mer Adriatique, on a pas mal de cités balnéaires où il y a de l'aménagement urbain. Et comme le Tour d'Italie n'est pas toujours très bien organisé, ils ne sont pas toujours très bien signalés. Donc ça serait bête de finir comme Mikel Landa il y a quelques années, qui était tombé fortement sur une étape qui était toute plate. Je crois qu'on est arrivé à Cattolica. C'était dans ce coin-là, c'était une étape qui était vraiment plate et il y avait des passages qui étaient merdiques. Ils avaient voulu prendre une route le long de la plage alors qu'on pouvait continuer tout droit, ce qui avait foutu un bordel ensuite. Et c'était après ce passage le long de la plage que Landa était tombé avec un îlot directionnel qui n'était pas indiqué. Qui n'était pas avec un signaleur devant lui. Donc oui, il faudra faire attention de ce côté-là. Et puis sur le Giro, faire attention aux motos aussi. C'est quand même une course où souvent les motos, il y en a un peu partout. En plus, les motos des commissaires de route, enfin des commissaires de piste, j'allais dire, des commissaires, pardon, de l'UCI,
sont des motos à 3 roues. C'est ce que fournit l'organisateur, parce que je crois que le partenaire c'est Piaggio. Et ces motos-là à 3 roues, bah, c'est pas hyper polyvalent. C'est pas exceptionnel. Alors c'est stable, hein, mais c'est stable, c'est très stable. Donc c'est pas beaucoup plus rapide qu'une voiture. Et dans les descentes, bah, souvent les mecs sont en difficulté avec ces motos-là. C'est plus lourd qu'une moto. C'est parfois plus compliqué de passer rapidement qu'avec une moto rapide dans certaines descentes. Ça a tendance à frotter au sol plus rapidement aussi. Il n'y a pas toujours une grosse garde au sol sur ces motos-là, donc il faut se méfier dans ce genre de situation. Question numéro 4 de Brézantifa. Pour toi, qui attends-tu gagner une étape? Piti, Juan P. Lopez, Pelo. Qui peut gagner une étape? Voilà. Piti en troisième semaine, oui. Je pense que Piti, au début de course, quand il y aura tous les sprinters, ça sera peut-être compliqué. Mais je pense que c'est un sprinter qui passe mieux les bosses que d'autres coureurs. Je me dis qu'en troisième semaine, ça peut peut-être le faire. Juan Pedro Lopez, bah, s'il a la même forme que sur le Tour des Alpes, je trouve qu'il a couru de manière très intelligente, oui. Surtout que c'est un coureur qui va perdre du temps sur le chrono. Donc même si je pense qu'il va jouer le général, comme il va perdre du temps sur le chrono, parce que Juan Pedro Lopez, moi je me souviens d'un mec qui perdait à peu près 1 minute par tranche de 10 km. Donc vu qu'il y a quasiment 70 km de chrono, on va être entre 6 minutes 37 minutes de débours, rien que sur le chrono. Avec ce temps-là perdu, ça te laisse des opportunités en montagne. Et comme il me semble avoir des bonnes jambes, s'il prend une échappée un jour, si par exemple il est à 10 minutes de Pogacar ou 12 minutes de Pogacar, il ne sera pas dangereux au général pour l'équipe UAE. Donc ils le laisseront peut-être partir et ça peut nous donner un Juan Pedro Lopez vainqueur d'une étape en échappée. Pello, bon, lui n'est pas Simon Pello n'est pas au départ. La Tudor, son équipe est certes invitée, mais Simon Pello ne fait pas partie de l'effectif de cette formation. On a décidé de prendre un autre Suisse qui est Robin Froidevaux. Deuxième question, dans la course au point UCI pour le World Tour, on a vu Arkea performer depuis le début de l'année. Comment et peuvent-ils poursuivre sur un grand tour comme le Giro? Ça me semble compliqué du côté du classement général, parce qu'il y a Evan Kosciu qui a prolongé Evan Kosciu, hein, ils ont réussi à le prolonger, ça c'est une bonne nouvelle pour Arkea. Parce que je crois qu'il est prolongé jusqu'en 2026, il est prolongé loin je crois Evan Kosciu. Je vais vérifier, je ne sais pas si c'est indiqué, ouais c'est au moins 2026. Evan Kosciu. Pour le général, je pense que ça va être compliqué parce que je vois pas ni Evan Kosciu ni Louis Barret faire une place. Je pense que dans les échappées, face à Duluchenko, par exemple, qui pourrait être dans les échappées, il y a certains coureurs qui me semblent meilleurs, plus armés qu'eux. Après, un Louis Barret ou Evan Kosciu, vont peut-être réussir à partir en échappée en première semaine parce qu'eux ils seront loin en général, ils vont pas jouer le classement général, ce que ne pourront pas faire Duluchenko et autres qui eux seront peut-être encore bien placés au général. Donc ça peut peut-être donner des opportunités sur la sur la deuxième étape de montagne, troisième étape de montagne, où un Lutsenko sera encore trop bien placé, mais où un Evan Kosciu lui sera déjà à 20 minutes, donc pas dangereux. Et un Evan Kosciu s'il se retrouve dans une échappée, allez imaginons avec un Narvaez par exemple de Ineos, avec un Simon Geschke, avec un Coleoni, imaginons un échappé comme ça, et avec un Will Barta, comme on a vu parfois des échappées, je pense l'année dernière, Clark des Marquis, s'il y a une échappée comme ça, pourquoi pas s'imposer pour Evan Kosciu, mais à la régulière pour le classement général, je ne le vois pas s'imposer. Par contre, du côté des sprints, ils peuvent marquer des gros points avec Jente Biermans et Decker, parce qu'ils ont deux cartes. Je pense qu'ils joueront plus Jente Biermans que Decker, mais ils ont la possibilité de jouer des sprints et pourquoi pas aller choper des top 5, sur un grand tour. Si je me réfère au classement de l'année dernière, si je prends l'étape de Fonds-Sombronnet, top 5, et bah c'est 60 points UCI.
Donc imaginons que tu fais 3 fois top 5, 4 fois top 5, bah, ça fait du 180 points, plus de 200 points, donc ça c'est réalisable. Et comme dans les adversaires directs, j'ai peur pour la Jaiqua Lula, avec Caleb One, Dunbar et Plap. J'ai peur aussi pour la Movistar, parce qu'avec Quintana et Gaviria, je ne les vois pas marquer 150 points non plus. Bah, je me dis que là, il y a peut-être une belle possibilité pour Arkea pour remonter sur ces formations. Et peut-être réussir à marquer des très gros points et surtout des très gros points, réussir à faire un écart avec ces formations-là pour remonter. Donc je ne pense pas que Arkea sera 18e ou 17e au classement UCI à la fin du Giro, mais qu'ils aient repris 300, 400 points d'écart, imaginons, on va compter 300 points d'écart par rapport à Jaiqua Lula, ça c'est faisable. Comme l'écart doit être de 1005, un truc comme ça, se rapprocher à 1000 points de Jaiqua Lula est faisable, je pense, pour une formation comme Arkea. Donc c'est peut-être là-dessus où ça serait déjà une bonne opération pour eux, parce que tu te replaces à moins de 1000 points, tu deviens extrêmement dangereux. Et comme Jaiqua Lula, Yates, c'est pas forcément fantastique depuis le début de saison. Alors, il y a eu du bon et du moins bon. Il a été bon sur le Alula Tour. Il a été plus en difficulté aussi. Dunbar, il est transparent. C'est quand même une équipe qui a un peu du mal depuis le début de saison, à part la victoire de Marquis, quelques résultats par-ci par-là. Il y a eu Michael Matthews aussi, qui n'a pas été mauvais. On peut se dire, il y a peut-être une opportunité pour aller chercher Jaiqua Lula, pour aller chercher des formations qui sont juste devant. Cofidis aussi, parce que je pense que Arkea a les moyens d'aller chercher plus de points que Cofidis. Parce que Cofidis, à part Agnoloski, je vois pas avec quel courant ils vont pouvoir marquer des points. Ils ont vraiment pas de grimpeur. Alors que je me dis, un Evan Kosciu est capable, dans une échappée où il n'y aurait pas trop de monde, d'aller peut-être chercher la victoire ou faire un top 2, un top 3, un peu ce que faisait Derek Guy l'année dernière du côté d'Israël. Question 5. Quelle est l'étape reine de ce Giro de ton T3496? Quelle est l'étape la plus piégeuse pour Pogacar? Parmi les étapes piégeuses, il y a quand même, je mettrai quand même les chemins blancs, même s'ils sont loin de l'arrivée, parce que tu peux toujours avoir une crevaison. Même si je trouve que cette année, cette étape-là n'est pas la mieux faite. Il y aura quand même que 2000 mètres de dénivelé positif. Il n'y a qu'un des deux secteurs qui est en montée. C'est pas non plus les plus gros pourcentages du monde. Donc je pense que sur cette étape-là, il faudra quand même faire attention. Moi, je mettrais l'étape numéro 17 pour l'étape reine. Parce qu'il y a beaucoup de dénivelé positif pendant toute la journée. T'as quand même 4000 mètres de dénivelé positif. Alors il y a des phases de transition entre les cols, mais il y a quand même, si tu regardes sur la fin de journée, il y a assez peu de transition. Parce que en gros, oui, t'as aussi l'étape de Sapada qui peut être intéressante parce que tout le final est en montée. Et que l'étape est courte aussi. Comme l'étape que je viens de citer, l'étape 17, parce que l'étape 17 fait que 159 km, donc 4000 mètres de dénivelé positif sur 159 km, c'est pas mal. Parce que en gros, l'étape de Montolino, certes elle est longue de 122 km, mais je sais pas si le final sera suffisamment dur du côté de Montolino, même s'il y a 5007 de dénivelé positif. On sera le dernier dimanche, c'est vrai que ça ressemble à un petit tour de Lombardie, on va dire, mais rapidement. Et après, il y a quand même pas mal d'étapes qui sont plates, qui sont pas bien conçues. On va pas non plus hyper haut en altitude, hein, ce qu'il faut prendre en compte. L'étape de Montolino, on monte à 2003. Il y a beaucoup d'étapes où on sera en dessous de 1005, on sera en dessous de 1007. Le double passage du Monte Grappa, moi je suis pas un fan de ce genre de course comme la Mont Ventoux dénivelé challenge, c'est un peu le même principe, je suis pas fan.
Je sais pas si ça va vraiment créer de l'animation, surtout si les écarts sont déjà faits. Et à ce moment-là de la course, on peut déjà avoir des gros écarts, même entre le deuxième et le troisième et le quatrième. Donc ouais, il y a l'étape de Montolino est pas mal, mais il y a quand même beaucoup de transitions, je trouve, entre chaque côte. Moi, je préfère l'étape 17. Voilà. Surtout que l'étape 17 arrivera donc après l'étape de Montolino. Donc il y aura la journée de repos. Le lendemain, on réattaque avec le Monte Pana 202 km. Et peut-être que c'est à la troisième journée que ça peut exploser du côté des coureurs. La fatigue aidant, ça va peut-être faciliter l'explosion de certains coureurs. Et donc pour Pogacar, bah ouais, je mettrais aussi cette étape-là. Surtout que pour Pogacar, l'étape 17, donc ça arrivera encore une fois avec un enchaînement. Est-ce qu'il n'aura pas perdu des équipiers à ce moment-là? Parce qu'il n'a pas l'équipe la plus solide au monde. Et surtout, on arrive mi-mai. C'est une étape où on montera qu'à 1006. C'est-à-dire qu'imaginons le 22 mai, il peut peut-être faire 30 degrés. Et on sait que Pogacar, la chaleur, c'est pas ce qu'il aime le plus. Donc imaginons qu'il fasse 30 degrés sur cette étape-là, ça peut vraiment rendre la course plus dure, surtout qu'on n'a pas eu forcément des grosses chaleurs depuis le début de saison. Donc ça peut être compliqué pour Pogacar peut-être cette étape-là. Donc je mettrai l'étape 17 du Passo Brocone. Voilà, pour cette journée. Alors, Mainero TV 5538, comment vous sentez-vous personnellement ce Giro, une domination totale de Pogacar sur 60-70% des étapes où il va chercher des étapes clés de montagne et une de contre-la-montre pour assommer le Giro, puis gérer avec sa participation au Tour qui va suivre. Comment vous prévoyez son Giro? Bah, Pogacar est au-dessus, ça c'est clair et net. Le problème de Pogacar, ou l'avantage de Pogacar, ça dépend comment on se place, c'est qu'avec la chute du Tour du Pays Basque, il sait que c'est peut-être l'année ou jamais où il peut faire le doublé Giro Tour. Bah oui, parce que s'il y avait Vingegaard qui faisait le Tour de France et qui avait dominé le Tour du Pays Basque, imaginons, il serait surtout concentré sur ce Giro, et puis il aurait vu quelle énergie lui restait pour aller ensuite sur le Tour de France. Il aurait peut-être même dit, je vais peut-être pas faire le Tour de France. Tu vois, si je suis fatigué de mon Giro, parce qu'il sait que face à Vingegaard, il faut être au top. Il a vu l'année dernière, en n'étant pas au top, que une fois que Vingegaard accélère, c'est très compliqué d'aller le chercher. Donc, en sachant que Vingegaard a quand même peu de chances de participer au Tour de France, et que s'il participe au Tour de France, il aura peu de chances d'être au top de sa forme, il y a une opportunité, en sachant qu'il y a aussi Remco Evenepoel qui a été pris dans cette chute, que vous avez beaucoup de coureurs qui ont été pris dans cette chute, donc il y a une opportunité pour Pogacar de faire Giro Tour de France. C'est peut-être la seule année dans sa carrière. Ça veut dire qu'il va peut-être arriver avec de la pression sur les épaules, sur ce Giro. Et que, dans sa tête, il aura toujours le Tour de France. Donc il va se dire, là aujourd'hui, faut que j'économise de l'énergie, là encore aujourd'hui, il faut que j'économise de l'énergie. Je pense qu'il y aura cette réflexion-là. Il sait aussi que potentiellement Pogacar, il peut se contenter dans un premier temps des chronos Pogacar. C'est-à-dire que les chronos, notamment le chrono de 39 km avec un final en bosse, c'est un profil qui peut lui convenir parfaitement. Pogacar, surtout que là au départ, c'est le meilleur coureur par étape en contre-la-montre sur cette épreuve. Sur les étapes de montagne, il y a le début de course où il va falloir être présent pour moi. Ensuite, il va peut-être se débarrasser du maillot. C'est aussi une possibilité de se dire, comme je ne veux pas contrôler la course, je laisse le maillot à un autre coureur pour tenter de le récupérer en troisième semaine. Comme ça, je fais souffler mes équipiers aussi. C'est une possibilité. Après, le souci de Pogacar, c'est que c'est quand même pas un coureur qui est habitué à courir à compter ses coups de pédale. C'est pas Vingegaard, Pogacar. Vingegaard, non, il fait tout au millimètre. Il n'y a pas vraiment de spectacle dans la manière de pratiquer son cyclisme. Pogacar, c'est un peu le cyclisme champagne. C'est-à-dire qu'il y a il y a l'envie de faire du spectacle, de produire, d'animer les choses, de partir de loin, de faire des choses que les autres n'ont pas fait depuis très longtemps, ou n'ont parfois jamais faites. Et est-ce que cette manière de penser
va convenir à une manière de courir plus calculée, ce qui est un peu l'idée que j'ai entendue dans les interviews de Pogačar, c'est de dire on va plutôt calculer notre manière de courir, essayer de ne pas consommer trop d'énergie. Faudra voir. Et puis, le problème de Pogačar, c'est qu'il n'a pas forcément l'équipe la plus solide autour de lui. C'est surtout qu'il a une cible dans son dos. Qui va collaborer avec Pogačar? Ça, c'est une grande question. Si Pogačar, imaginons, se retrouve dans un second groupe parce qu'il s'est fait avoir par une attaque un peu à la Richard Carapaz il y a quelques années quand Richard Carapaz gagne le Tour d'Italie 2019. Si vous avez un coureur qui fait la même chose, qui tente de partir sur une étape de loin à 40 bornes, 50 bornes de l'arrivée, et Pogačar va pas tout de suite dans la roue, et que l'écart augmente à 30-40 secondes, qui va collaborer avec Pogačar? En troisième semaine, oui, on collaborera avec Pogačar parce qu'il y a les comptes d'apothicaire. Au bout de 10 jours de course, il y a moins les comptes d'apothicaire. Donc il faudra qu'il fasse attention. Parce qu'on sait que sur les 3-4 dernières étapes de montagne dures, oui, on va commencer à compter ceux qui jouent le podium. Mais avant, peut-être pas. Et dans ce genre de situation, vous pouvez perdre 2-3 minutes d'un coup. Et ça peut vous coûter très cher à la fin pour le classement général. Deuxième question, quelles sont nos chances françaises de pouvoir décrocher des étapes et un quelconque classement général? Décrocher des étapes, Julien Lafilippe, par exemple, qui est une belle chance. Pourquoi pas Christophe Laporte aussi en cas de sprint si Olaf Koy abandonne? Christophe Laporte au sprint, ça reste solide aussi. Donc ça peut être deux belles opportunités pour le classement général. Pour moi, c'est Romain Bardet, du côté des Français, qui a la meilleure carte, qui peut monter sur le podium. Romain Bardet, ça fait partie des coureurs qui peuvent potentiellement aller chercher un podium. Je vois pas d'autres coureurs français vraiment être... Il y a Paré-Peintre aussi pour le maillot blanc, potentiellement. Mais en dehors de ces deux coureurs-là pour le général, du côté des Français, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait jouer. Et du côté du sprint, à part Christophe Laporte, là aussi, on est léger dans ce domaine-là. Il y a peu de Français au départ sur ce Tour d'Italie. On a connu des éditions de Tour d'Italie où on avait un peu plus de Français au départ. Après, vous avez des choix de saison. Il y a le Tour de France qui est toujours important. La Vuelta aussi, on a souvent tendance quand même à aller sur la Vuelta en France. Lenny Martinez, par exemple, va faire la Vuelta. Romain Grégoire, c'est Tour de France. Je sais plus. C'est Tour de France ou Vuelta. Donc voilà, il y a des objectifs qui sont un peu différents pour certains coureurs. Et puis, il y a l'optique JO de Paris qui a peut-être modifié également la manière de préparer les saisons. C'est certains qui se sont dit on va aller sur le Tour de France pour se montrer et pour gagner notre sélection pour les Jeux Olympiques. Parce que je pense qu'il y a quand même quelques coureurs qui veulent participer à cette grande fête du côté de Paris. Nouvelle question. Question numéro 7. Bonjour, toujours un régal des vidéos continue. Je pense que ce Giro Azerty HP7BI. Je pense que ce Giro sera bien pour les baroudeurs car à mon avis Pogačar voudra tuer au plus vite la concurrence et économiser ses efforts pour le Tour de France, ce qui pourrait donner beaucoup d'opportunités en deuxième ou troisième semaine pour ces coureurs non grimpeurs, non sprinteurs. Comment vois-tu cela? Ça ferait plaisir de revoir des échappées s'imposer. Alors déjà ces dernières années on a eu quand même pas mal d'échappées qui se sont imposées sur le Giro. Je pense notamment l'année dernière où il y a eu énormément d'échappées qui ont été au bout. Donc là, il y a des possibilités. Je pense notamment à l'étape numéro 12. L'étape numéro 12, donc, qui est une étape avec 2000 mètres de dénivelé positif. On a l'impression que c'est pas énorme, sauf que c'est des petits murs. C'est un enchaînement de petits murs. Je me dis que là, il y a des coureurs qui peuvent avoir envie de partir de loin sur cette journée. En début de course, je me dis l'étape 2. Parce que si Pogačar veut pas avoir le maillot pendant les 3 semaines de course, le sanctuaire dit au repas, ça peut être totalement l'opportunité pour un coureur échappé, comme on avait vu Kemna
Juan Pedro Lopez sur l'Etna, c'était 4e jour de course. Donc ça peut être aussi une opportunité. L'étape de Luca aussi, l'étape 5. Pourquoi pas une échappée parce que vous avez une bosse dans le final de cette journée. Donc oui, il y a des opportunités pour les baroudeurs. Faudra voir aussi en 3e semaine si on a encore beaucoup de sprinters pour l'étape de Padova. Parce que si on n'a plus beaucoup de sprinters dans cette journée-là où on n'a que 873 mètres de dénivelé positif, si les équipes de sprinters sont fatiguées, ça peut être une opportunité pour les coureurs échappés. Mais oui, les baroudeurs peuvent aller au bout. Je pense quand même que ces baroudeurs-là devront avoir des capacités en montagne parce que je pense que ça sera plus compliqué sur les étapes de plat de partir en échappée, contrairement au Giro l'année dernière parce qu'on a beaucoup de sprinters au départ. Et je pense que beaucoup voudront aller chercher des victoires. Mais sur les étapes, oui, de montagne, si Pogacar fait les écarts très vite, notamment avec le contre-la-montre, ça donnera des opportunités d'avoir des coureurs en échappée. Et puis ça permettra aussi à des coureurs qui ne sont pas très bons en contre-la-montre de se rapprocher au général. Oui, ça sera intéressant. Hein. Juan Pedro Lopez, on en parlait. Mais vous avez d'autres coureurs qui sont peut-être pas forcément des spécialistes du chrono. Tu prends l'échappée et tu peux t'en sortir. Moi, je serais surpris qu'un Fortunato, on ne le voit pas dans des échappées, par exemple chez Astana, qu'on ne le voit pas tenter d'aller chercher le maillot bleu. Pareil pour Storer. Et puis pourquoi pas le petit Pellizzari du côté de la Bardiani. Ça pourrait être pas mal aussi. Question numéro 8 de Leandro Miguel. J'ai une question what if. Je pense que Pogacar remporte le Giro et Pogacar remporte le Tour de France. Par conséquent, avec l'absence totale d'adversité suite aux blessures de Vingegaard et Remco et Roglic, et face à leur éventuelle méforme, s'ils participent à la Vuelta, est-ce que Pogacar ne voudrait pas exceptionnellement et de manière tout à fait opportuniste faire un triplé historique avec les 3 grands tours? Il pourrait vouloir le faire, oui. Comme je disais, avec le Tour de France, il sait que c'est l'année ou jamais peut-être de faire le doublé, déjà Giro Tour, donc de rayer des tablettes Pantani. Parce que le dernier à avoir fait ça, c'était Pantani en 98, donc autant vous dire que ça serait bien un jour qu'on arrive à le rayer un petit peu des tablettes, parce qu'on est tous d'accord qu'il ne roulait pas à l'eau claire cette année-là. Pantani, et ça on peut le dire, vu comment le cyclisme était en 98, mais bon, la fameuse règle du pas vu pas pris hein, pour Pantani, parce que je rappelle qu'il a toujours ce doublé là parce qu'il n'a jamais été déclassé. On n'a jamais annulé ses résultats, hein, Pantani, dans sa carrière. Techniquement, il n'était pas contrôlé, il n'était pas dopé, hein, le contrôle antidopage n'avait pas été positif lors de ces courses-là. Je crois par contre que les sénateurs français avaient démontré que je crois dans les analyses qu'on avait fait en 2008 ou 2009 qu'il y avait de l'EPO, je crois, dans son sang, à Pantani, je crois. Mais du côté de Pogacar, il pourrait vouloir aller sur la Vuelta, mais c'est quand même extrêmement difficile d'enchaîner 3 grands tours. Surtout que sur la Vuelta, il y aura certainement des coureurs qui n'auront pas fait le Tour de France, donc qui arriveront avec un peu plus de fraîcheur que lui. Potentiellement aussi, peut-être Vingegaard sera remis, donc il voudra peut-être y aller. Peut-être que Remco aussi voudra faire cette Vuelta. Et enchaîner 3 grands tours, ça veut dire enchaîner 63 jours de course. Si tu rajoutes à ça qu'il en a déjà 10, on est à 73. Il y aura les Jeux Olympiques. Donc ça fera 73 plus 1. Pour le moment, ça fait 74. Est-ce qu'il participera pas aussi à une épreuve au mois de juin? Par exemple, les championnats nationaux de Slovénie pour mettre un dossard entre
le Giro et le Tour de France. Donc ce qui t'amènerait à 75-76, avec une troisième semaine de Vuelta qui ne sera pas évidente, je crois me rappeler du parcours, notamment avec le Pays Basque. Ça peut être la grosse explosion pour Pogacar. Donc moi je pense que ça me semble compliqué parce que je me dis déjà dans quel état il sera après les Jeux Olympiques. Dans quel état il sera physiquement, mais dans quel état il sera mentalement. Parce que il aura, s'il fait le doublé de Giro Tour, qui gagne les Jeux Olympiques derrière, en ayant remporté Liège-Bastogne-Liège, il aura complètement réussi sa saison. Donc je pense qu'il y aura peut-être un côté démotivation, un côté je relâche un petit peu les soupapes. Surtout que cette année, Giro Tour, donc il y a une semaine de moins du fait des Jeux Olympiques, d'intervalle. Tour, Vuelta, il y a 3 semaines. Donc ça laisse quand même... il doit y avoir 2 semaines après les Jeux Olympiques, un truc comme ça. Ça laisse quand même peu de temps de récup à chaque fois. De passer d'une course à l'autre, c'est éprouvant pour Pogacar. Donc faudra voir. Je pense qu'il faudra voir après les Jeux. Peut-être qu'il aura vraiment envie de partir en vacances après les Jeux. Et comme s'il part en vacances après les Jeux, bah, vu que la Vuelta sera 2 semaines après, tu peux pas faire la Vuelta derrière. Donc faudra voir du côté de Pogacar. Il voudra peut-être aussi se dire, je gagne les Jeux Olympiques et je vais au championnat du monde. Faire ce doublé-là. Jeux Olympiques, championnat du monde, qui n'a pas été fait non plus. Donc voilà, aller sur la Vuelta, en sachant que ses possibilités de victoire seront peut-être difficiles. Il y aura peut-être l'envie de partir en vacances en plus. Donc je suis pas sûr que la Vuelta, qu'après le Tour de France, ils se disent tout de suite, ah bah tiens, je vais vouloir faire la Vuelta pour enchaîner sur les 3 grands tours. Je suis pas sûr, voilà, parce qu'il y aura un moment de la fatigue pour moi du côté de Pogacar. Anscar Arthur, selon toi, Romain Bardet doit-il viser le podium du général? Il en est capable selon moi, ou plutôt viser 1 ou 2 étapes en échappée. Oh, pour moi, général, Romain Bardet. C'est un cours, on sait qu'il tient 3 semaines, ça, il n'y a pas vraiment de surprise du côté de Romain Bardet. Je crois qu'il y a quand même une histoire à régler avec le Giro. On va pas se mentir, mais l'année où Jay Hindley s'impose, il était quand même très très fort. Romain Bardet, l'année où il abandonne sur un coup de chaud. Donc je crois qu'il y a une histoire à refermer avec cette course, comme l'histoire qu'il a refermée avec Liège-Bastogne-Liège avec son podium. Donc il y a déjà ce côté-là. En Suisse, quand tu vois derrière Pogacar, c'est hyper ouvert. Il n'y a pas forcément un énorme leader qui se dégage du lot. Donc pourquoi pas Romain Bardet. Et ensuite pour les victoires d'étape, ils ont Jacobsen et Andresen pour les victoires d'étape au sprint. Donc ils ont déjà des opportunités d'aller chercher des victoires d'étape. DSM. Plus Vermarqueux en échappée. Parce que Vermarqueux, il est capable aussi d'aller chercher la gagne en échappée. Donc pour moi, DSM a des possibilités d'aller chercher des victoires d'étape sans avoir à demander forcément à Romain Bardet d'aller jouer, ce genre de choses. Donc pour moi, il faut qu'il se concentre sur le général parce que c'est une opportunité d'aller faire un podium sur le Giro. Ce qui ferait podium sur le Giro, podium sur le Tour, pas grand monde a réussi à le faire. Donc non, je pense plutôt que Bardet va jouer le général parce qu'il y a une énorme opportunité de jouer le général, il faut bien le dire, cette année. Derrière Pogacar, c'est hyper ouvert. Imaginons en plus que Pogacar abandonne sur une chute ou sur une fringale monumentale, qu'il est sur une étape et qu'il perd 10 minutes, 15 minutes. C'est toujours possible. T'as la possibilité de jouer la gagne sur un grand tour, donc oui. À part si il se plante complètement en première semaine, imaginons il a une fringale, il perd 10 minutes et il se retrouve complètement hors du coup pour le général, où là oui tu peux viser des victoires d'étape, mais pour moi au départ il doit viser le général de ce Giro. Clément Texier, penses-tu qu'une étape peut convenir à Alaphilippe ou il va être équipé pour les sprints?
Alors, je pense qu'il sera équipé pour les sprints pour Tim Merlier. Parce que même quand il était leader chez Quick-Step, il faisait l'équipier pour Kittel, pour les sprinters de sa formation. Donc déjà, ça a toujours été, je dirais, dans l'ADN presque de Julien Alaphilippe, d'être équipier pour des sprinters. Parce qu'il sait bien se placer, plutôt bien se placer dans un peloton. Même s'il est un peu perdu avec ses chutes et ses grosses chutes qu'il a prises, c'est quand même un coureur qui sait bien se placer dans un peloton. Donc je pense qu'il jouera quand même l'équipier pour les sprints. Mais il jouera aussi sa carte sur des étapes plus difficiles. Parce que de toute manière, dans sa formation, je pense qu'Alaphilippe ne peut pas jouer le général, Cerny non plus. Il y a qui d'autre du côté de Quick-Step qui peut... Yann Hirt, ça me semble compliqué aussi. Van Sevenant aussi, voilà. Donc oui, je pense qu'Alaphilippe, ils joueront les victoires d'étape. Moi, je me dis que encore une fois, l'étape avec les petits murs du côté de Fano, ça peut lui convenir parce que c'est des montées qui sont très courtes, très type et puncher. Et puis après, on a des journées, l'étape de Sappada, par exemple. Je ne sais pas si les leaders vont prendre le risque alors que le lendemain il y aura Bassano del Grappa avec le monté Grappa à prendre à 2 reprises. Je ne sais pas si les leaders prendront le risque d'aller jouer la gagne ce jour-là. On pourra avoir des étapes aussi avec 2 courses en une. Pourquoi pas du côté de Livigno. Pourquoi pas la première étape aussi. C'est-à-dire qu'aller chercher le maillot rose à Torino, ça peut lui convenir. Alors face à Pogačar, on ne sait pas, mais est-ce que Pogačar voudra vraiment jouer le maillot rose? Si vous avez un groupe de 6-7 coureurs qui arrivent à sortir et que vous avez Julien Alaphilippe devant, si Julien Alaphilippe part dans la dernière bosse au Tour de Turin, est-ce qu'on roulera derrière Julien Alaphilippe? Si Pogačar réagit pas, c'est pas sûr. Non, oui, il y a des opportunités pour Julien. Il y a des opportunités d'aller chercher des étapes. Peut-être même l'étape des chemins blancs, parce qu'on pourra avoir une échappée sur cette étape-là. L'étape de Rapolano Terme. Là aussi, il y a une petite bosse dans les 10 derniers kilomètres, l'étape des chemins blancs. Si au bout de 6 jours de course, il est un petit peu loin des jeux générales, ça peut être intéressant. Si c'est pas bien comporté à Turin, voilà, et puis s'il fait le travail d'équipier, notamment à Fossano, à Andorra, oui, ça peut donner des opportunités du côté de Julien Alaphilippe. Nouvelle question. Tour des Alpes. Penses-tu que Tiberi peut endosser le rôle de leader? Qu'attendre des coureurs comme Fortunato, Rubio, Quintana ou encore Carty? Alors, penses-tu que Tiberi peut endosser le rôle de leader? Oui. Dans son équipe, ça sera le leader. Je pense pas que Caruso sera le leader. Je pense qu'on l'a vu déjà sur le Tour des Alpes. Pour moi, c'était lui le leader. Bon, Woodpool, c'était à un bon niveau, donc ils ont été très proches l'un avec l'autre. Et puis, je pense que du côté de Bahreïn, certains jours, on n'avait pas la meilleure stratégie. Mais pour moi, oui. De toute manière, dès qu'ils l'ont recruté de la Lidl Trek, alors que l'année dernière, ils disaient déjà, on veut en faire un leader pour les grands tours. C'était déjà chez Bahreïn la chose qui a été dite dans les interviews. Je me souviens, c'était la première interview où moi je me disais, ils sont vraiment sûrs d'eux, parce que moi j'avais des gros doutes sur Tiberi, leader d'un classement général de courses par étapes. Et ils disaient, on veut en faire un leader sur les courses par étapes, sur les grands tours. On dit, bon, j'avais pas vu vraiment ça dans le... pour moi, c'était un coureur qui avait des bonnes qualités sur le contre-la-montre, mais j'avais pas vu vraiment ça pour Tiberi. Déjà, Tiberi, il a un avantage, c'est que sur le chrono, ça lui fait pas peur. Deuxièmement, Tiberi, il est moins surveillé que d'autres coureurs. Parce que il y a certains... Enfin, tous les coureurs ne regardent pas toutes les courses du calendrier. Certains n'ont pas couru avec Tiberi. Donc, ils ne vont pas se dire tout de suite, tiens, c'est l'adversaire numéro 1. Donc, ils vont peut-être moins se méfier d'un Pogačar, d'un Bardet que d'un Ben O'Connor. S'il attaque, il peut peut-être prendre un peu plus d'avance que les autres. Et puis, on s'aperçoit que, oui, c'est pour moi le coureur chez Bahreïn. Je vois, Caruso, c'est un peu comme Geraint Thomas, c'est des coureurs qui sont quand même vieillissants. Tiberi, il a 24. Pour le maillot blanc, pour moi, c'est le favori avec Uijtdebroek
et on va dire avec un Rensman, mais je mettrais quand même Tiberi un peu au-dessus parce que je trouve qu'il a eu des bons résultats ces derniers temps. Sur le Tour des Alpes, il était très bien Tiberi, hein. Il a été offensif, entreprenant, donc oui, pour moi, il peut endosser le rôle de leader. Qu'attendent des coureurs Fortunato, Rubio, Quintana ou encore Carty? Alors, je vais commencer par Alors, Carty est plus au départ. Il est plus sur la liste de départ. Il a été jarté au dernier moment. Bon, je ne vais pas vous mentir qu'il était sur le Tour de Romandie ou sur le Tour des Alpes, je ne sais plus lequel des deux où j'ai vu, où il était quand même très transparent. Je crois que c'était le Tour des Alpes. Quintana, je m'attends à rien. Je pense que pour le général, il n'a pas de repère, ça va être compliqué. Pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape? Mais depuis le début de saison, il n'a pas fait grand-chose. Il a très peu couru, Quintana. Je pense que c'est un coureur qui est en manque de repères. La Movistar a jamais misé sur le Giro, donc c'est, je pense, pour ça qu'il est leader, parce que il y avait Henrik Mas voulait pas y aller et qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait y aller, quoi, sur ce Giro. Fortunato, maillot bleu. Maillot bleu, parce que je pense que Lutsenko qui change de programme à la dernière minute, ça va être compliqué. Et Fortunato, ça reste un coureur qui est bon grimpeur. Alors lui aussi, on l'a assez peu vu. Il a fait quand même 10e en Catalogne. Donc voilà, 14e à Tirreno. Donc c'est pas un mauvais début de saison. Je le voyais un petit peu plus loin que ça. Mais bon, lui, c'est aussi que sur le chrono, il va perdre 8 minutes, hein, quasiment. Enfin, lui, c'est plus d'une minute par tranche de 10 km. Hein, c'est vraiment l'un des coureurs les plus mauvais sur le chrono, avec Mentis. Donc, je m'attends pas à des miracles de la part de Fortunato. Et puis Rubio, il est pas si, il est au départ, pardon. Je pensais qu'il était pas au départ. Rubio, victoire d'étape. Ouais. Lui, il peut aller chercher une victoire d'étape en échappée. Par contre, oui, je mise pas sur lui pour le général, parce que je mise plus sur Rubio pour le classement général. Ouais, depuis quelques temps. C'est un coureur qui a eu tendance souvent à me décevoir, Rubio. Comme à Rambourou, par exemple. Donc Quintana, je m'attends pas à grand chose et je pense que même la victoire d'étape va pas être évidente. Rubio, victoire d'étape. Et le troisième, je ne sais plus. Fortunato, maillot bleu. Maillot bleu, oui, maillot bleu pour Fortunato. On poursuit, question 12. Qu'attendent de Quintana et Thomas alors qu'ils n'ont rien montré de concluant sur ces dernières semaines? Donc je vais me répéter pour Quintana, j'avais oublié que j'avais 2 fois Quintana d'affilée. Pour Quintana, donc voilà, je m'attends pas à grand chose parce qu'encore une fois, début de saison qui a été où il a été transparent. Je compte pas le Tour de Colombie, mais regardez, le Tour de Colombie il fait 21. Abandon sur le Tour de Catalogne, il a 15 jours de course dans les pattes et une seule course World Tour. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'UAE Tour, il n'a pas été sur Tirreno, il n'a pas été sur Paris-Nice non plus. Donc pour le moment, c'est loin d'être exceptionnel. C'est un coureur qui n'a pas de repère parce que ça fait depuis 18 mois qu'il a quasiment pas couru. Il a fait les championnats du monde et les championnats de Colombie sur les 18 derniers mois. Avant de revenir chez Movistar, donc il a quasiment fait une suspension et il n'a aucun repère. Donc ça va pas être évident. Et puis c'est un coureur qui a 34 ans. Donc c'est un coureur qui a 34 ans. Déjà chez Arkea, c'était quand même un peu plus compliqué que dans sa période Movistar. Donc oui, je me dis, désormais à 34 ans, je ne sais pas s'il est encore capable d'obtenir un grand résultat sur une course par étape. Bon, lui, il est convaincu. J'ai l'impression d'avoir vu ça en interview, mais moi, je ne suis pas vraiment convaincu de sa capacité à faire ce genre de choses. Et Geraint Thomas, je crois plus en Rensman qu'en Geraint Thomas, presque, maintenant. Je me dis qu'Rensman peut être vraiment la grosse surprise de ce Tour d'Italie. Et Geraint Thomas, je sais pas trop. Alors lui dit qu'il est en forme, hein, mais c'est-à-dire que lui aussi, on n'a rien vu. Alors, l'année dernière, c'était la même chose. Mais je me dis qu'il y a un an de plus dans les pattes. L'année dernière, moi, j'avais quand même un petit peu l'impression que c'était presque un miracle. Parce que vraiment, vu son début de saison, c'était vraiment pas dingue. Et là, est-ce que le miracle va pouvoir se reproduire 2 fois? Je suis pas sûr.
Et puis le Tour des Alpes était pas dingue non plus. Quand vous regardez sur le Tour des Alpes, Ineos, c'est Tobias Foss qu'on a vu. Geraint Thomas, il n'a pas été transcendant non plus sur les étapes du Tour des Alpes. Donc voilà, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, voilà, pour Geraint Thomas qu'il arrive à reproduire 2 années d'affilée la même chose. Mais bon, on verra bien pour le Gallois, qui s'est coupé les cheveux. Donc c'est-à-dire que déjà il est concentré sur son objectif. Ça c'est ce que ça veut dire. Et ben voilà, c'était la dernière question. Bien nous, on se retrouve demain pour faire la présentation à 7h de la première étape, débrief demain 21h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.